nous avoir aidé à tenir notre timing. Alors, je laisse un petit peu la place à Mustapha, dont je vais mettre le micro de côté pendant qu'il change d'ordinateur. Pour vous présenter donc en quelques mots notre dernier intervenant, Alain Morel. Alain Morel, il est psychiatre hospitalier au départ, détaché depuis longtemps, depuis plus de 20 ans, à la direction d'établissements médico-sociaux. Et son association Opélia, qu'il dirige, gère des XAPA, des CARUD, des unités de prévention et d'intervention brève dans 6 régions différentes. Impliqué depuis de longue date dans la prise en charge des addictions, il est cofondateur de la Fédération française d'addictologie, dont il est aujourd'hui vice-président, ainsi que président de la Fédération européenne des intervenants en toxicomanie. Et donc, pour terminer ce colloque, Alain va élargir le débat en s'interrogeant et en nous interrogeant sur la définition de l'addiction, maladie du cerveau ou pas, en faisant partir ces réflexions d'une dépêche de l'ASAM, qui est l'American Society of Addiction Medicine, qu'il va maintenant nous présenter. Merci Alain. Merci Marussia, merci beaucoup. Donc il va falloir attendre un petit peu que l'ordinateur chauffe, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Je vais en profiter tout de suite pour remercier le Flyer et son équipe de me permettre d'aborder une question qui me semble fort importante au terme même de cet après-midi, je vais dire pourquoi, mais qui est celle de l'épistémologie même de la dictologie, on va dire, en tout cas de nos actions, une réflexion un peu de fond sur le sens de ce que nous faisons. Et je trouve que ce qui est formidable avec Florence Noble, c'est d'abord la clarté de ses exposés, et puis d'autre part qu'en tant que clinicien, on est tout de suite amené à se poser plein de questions, on a envie de poser des questions, on a envie d'aller plus loin avec elle sur un certain nombre de questions pratiques. Alors je ne vais pas empêcher ces questions d'être posées, en tout cas tout à l'heure. Je veux simplement les injecter, j'allais dire, en tout cas les introduire dans une réflexion plus d'ensemble et de sens. Voilà. Et donc, ce qui veut dire clairement qu'il n'est pas question, évidemment, de minimiser l'intérêt de toutes les présentations qui ont été faites, et en particulier celle de Florence, même si, vous allez voir, je conteste que cela puisse nous amener à dire qu'il s'agit d'une maladie chronique du cerveau. Alors ça, c'était la partie remerciements. Alors, on va partir effectivement de l'origine, c'est-à-dire un communiqué de l'ASAM. L'ASAM, c'est l'American Society of Addiction Medicine, qui, en août 2011, a adressé à tout le monde un communiqué qui disait, triomphal, on peut dire, voilà, l'addiction est une maladie chronique du cerveau. Cette bonne nouvelle a été reprise par beaucoup de médias, notamment sur Internet, mais pas seulement, y compris par le Flyer, et rares ont été parmi ces médias ceux qui, comme le Flyer, ont soumis ce point de vue à la critique, alors que, vous allez le voir, mais vous le savez sans doute, cette vision des choses est tout à fait critiquable, à la fois sur le plan épistémologique, scientifique, clinique, thérapeutique, social, etc. Donc il y a de quoi effectivement réfléchir et ne pas prendre ce genre d'annonce au pied de la lettre. Alors je vous propose de regarder ensemble un petit peu, de se poser un certain nombre de questions sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette annonce, sur quelles sont les particularités qu'apporte cette précision qu'il s'agirait d'une maladie chronique du cerveau, et pas d'ailleurs, et quelles en sont les conséquences et les limites de ce modèle-là, et enfin, est-ce que c'est le bon modèle pour comprendre, prévenir et soigner les addictions, et au passage, est-ce qu'on en a d'autres de modèles utilisables? Alors, pour être précis, partons de cette annonce, de ce communiqué de l'ASAM. J'ai repris les termes de ce communiqué qui ont été repris de façon à peu près identique partout, sur tous les médias. C'est une nouvelle définition de l'addiction, a été élaborée par The American Society of Addiction Medicine, donc.
Elle résulte d'un travail intensif effectué pendant 4 ans par plus de 80 experts. Donc effectivement, on ne peut que la prendre très au sérieux. C'est la première fois que la ZAM prend clairement position en ne considérant pas l'addiction comme un simple problème comportemental, impliquant des excès d'alcool, de drogue, de jeu ou de sexe, mais comme une maladie du cerveau survenant spontanément, j'ai souligné, non associée à un quelconque facteur antérieur, ce qui est dénommé en anglais primary disease, mais on verra que c'est aussi dans la définition même de la maladie aujourd'hui que cette notion de maladie primaire intervient. Toujours dans les communiqués, de façon systématique, vous retrouvez les mêmes phrases. Le docteur Nora Volkow, je rappelle la directrice du NIDA, commente cette nouvelle en disant que cette nouvelle définition de l'addiction pourrait inciter plus de médecins généralistes à dépister, c'est un enjeu, on va le voir, le dépistage, à dépister les signes de dépendance chez leurs patients. Et selon le NIDA, donc selon Nora Volkow, 23 millions d'Américains auraient besoin d'être traités pour une addiction, alors qu'à l'heure actuelle, seulement 2 millions sur ces 23 le sont vraiment. Alors, un certain nombre de premières remarques peut-être à faire. D'abord, en fait, ce qui est curieux, c'est cette notion de nouvelle définition, parce que quand on va le voir, cette définition de l'addiction comme maladie est aussi vieille que son existence à l'addiction. Mais effectivement, la ZAM a enfoncé, a tapé sur un certain nombre de clous, en disant d'abord que c'est une maladie en tant que telle, primary disease, que c'est une maladie qui explique les comportements qui y sont liés, en particulier la rechute. Troisièmement, que le marché qui s'ouvre est énorme, puisqu'il y a 23 millions de personnes américaines qui sont addictes et à soigner, et que les médecins généralistes sont donc appelés à dépister, puis ensuite à renvoyer vers les addictologues. Alors, pour mieux comprendre pourquoi cette définition a été aussi soulignée et a fait l'objet d'un communiqué mondial, il faut prendre en compte le contexte politico-institutionnel nord-américain aux USA, parce que ça permet de comprendre tout ça. Ça permet de comprendre à travers deux choses. D'une part, qu'il y a une volonté de la part d'un certain nombre de médecins de constituer une spécialité médicale, et y compris d'aller jusqu'à une habilitation en tant qu'addictologue, pour des raisons pratiques de médecins généralistes y compris. Donc il y a un enjeu aussi à travers la définition, la création de ces spécialités. Et puis il faut avoir en tête aussi que l'enjeu, c'est un enjeu de diagnostic, de capacité à poser un diagnostic. Parce qu'aux USA, beaucoup plus qu'en France, le fait de poser un diagnostic va déclencher un certain nombre de services d'assistance aux patients qui ont ce diagnostic, alors que ceux qui ne l'ont pas, même s'ils ont des symptômes, ne pourront pas bénéficier de cette aide-là, ce qui est évidemment considérable, parce que si on n'a pas un diagnostic qui soit estampillé, validé, eh bien on ne va pas pouvoir déclencher toute une série d'actions, de décisions et d'actions collectives, y compris des actions, bien entendu, de soutien, d'assistance et de service auprès des patients. Donc, je pense qu'il faut aussi regarder ça. C'est aussi avec un certain nombre de bonnes intentions qu'on peut ressentir à travers ça que la ZAM a été vers ça et l'a dit aussi fort. Mais, évidemment, se pose le problème, malgré tout, derrière ce contexte, des conséquences. Et peut-être est-il utile de voir un peu cette notion de maladie. On va voir très rapidement l'histoire un peu de ce concept de maladie, et en commençant par, très rapidement, un peu qu'est-ce que c'est qu'être malade, maladie. Et la définition, on la trouve évidemment dans les dictionnaires étymologiques, et notamment celui de langue française, que je vous conseille de lire là-dessus, mais qui est intéressant. Donc le premier sens, ça vient de male habitus, être en mauvais état. Puis un peu plus tard, on a davantage défini la maladie comme une altération de la santé chez l'homme. Et c'est vrai, et puis après d'ailleurs chez l'animal. Mais c'est vrai que altération de la santé chez l'homme, on ne peut pas dire le contraire, un certain nombre d'addictions en tout cas peuvent aboutir à ça. Et puis, dit le dictionnaire étymologique de langue française, par hyperbole, c'est leur expression, il s'applique donc au XVIIe siècle à une passion excessive pour quelque chose. C'est intéressant de voir là sur le plan sémantique les connexions qu'il peut y avoir aussi avec la notion d'addiction.
Actuellement, le mot maladie, vous le verrez dans les dictionnaires, si vous cherchez ça, vous verrez que c'est en gros un dysfonctionnement d'un organisme, donc effectivement le corps de la personne, caractérisé par un certain nombre de symptômes et une certaine évolution dans le temps. Donc ça dure un certain temps. Et puis, entre les deux, entre la première définition du XVIIe siècle que j'ai citée et puis celle de maintenant, il s'est passé des événements importants qui sont fondateurs pour la médecine clinique et la médecine somatique française et internationale. C'est l'installation de ce qu'on a appelé la méthode anatomoclinique. En France, c'est Bichat, puis à la fin du XVIIIe, puis au début du XIXe, et Laennec qui a défini cette méthode comme la méthode d'étude des maladies qui est basée sur l'analyse de l'observation des symptômes ou des altérations de fonction qui coïncident, ces altérations, avec chaque espèce d'altération d'organe. D'accord. Donc les symptômes coïncident avec un certain nombre d'altérations. Mais vous voyez que le terme utilisé de coïncidence ou comme corrélation qu'on a entendu plusieurs fois aujourd'hui, ça ne signifie pas causalité. C'est quand même très important de le dire, de le souligner. Déjà, les premiers grands cliniciens et médecins qui ont installé cette méthode avaient fait attention aussi de ne pas rentrer dans un registre purement causaliste. Alors, le modèle de maladie dans l'histoire de la dictologie commence à peu près, on va voir, il y a plusieurs dates possibles, mais en tout cas, on l'a commencé par le dater par rapport à l'alcool, la dépendance à l'alcool, au moment de la création des alcooliques anonymes aux États-Unis, c'est-à-dire 1934-35, 1934-1935, vous vous rappelez, alcoolique anonyme, les 12 étapes, etc., avec un message qui est assez simple et clair à comprendre, qui est « once addict, always addict ». Une fois qu'on est dépendant, on reste toujours dépendant. Et qui est à interpréter, à analyser. C'est intéressant de voir le contexte aussi de l'époque des années 30 aux États-Unis, après la prohibition, etc., comme point de passage entre un modèle et une définition de la dépendance, de l'alcoolisme comme une définition morale, à savoir un péché, une déviance, et point de passage vers une définition plus médicale avec la notion de dépendance et de maladie. Et vous retrouverez d'ailleurs dans la littérature d'alcooliques anonymes, surtout à l'époque, mais encore aujourd'hui, un peu ces deux éléments-là, et un point de passage qui a fait d'ailleurs lien et alliance entre ces mouvements-là et un certain nombre de médecins. D'ailleurs, des médecins étaient à l'origine de la création. En même temps que dans le contexte, et c'est marrant de l'analyser comme ça, les alcooliques anonymes, ce mouvement, se sont beaucoup inspirés d'un mouvement évangélique des années 30 qui s'appelait le groupe d'Oxford et qui avait installé aussi des étapes, un certain nombre de déclarations qu'on fait aux autres, devant les autres, dans le groupe, etc., etc. Et puis il y a eu la date marquante pour l'alcoolologie moderne qui est le livre de Jelinek en 1960, The Disease Concept of Alcoholism, donc le concept de la maladie, qui définit l'alcoolisme clairement comme une maladie, et elle le précise, une maladie progressive, incurable et mortelle. Cette notion de maladie progressive, incurable et mortelle est restée et reste encore présente dans pas mal d'esprits, mais aussi notamment de groupes d'entraide, mais aussi d'alcoologues. Elle est extrêmement présente, elle l'a été fortement depuis les années 60, pendant une cinquantaine d'années. Mais pour ceux qui ont un peu travaillé sur l'histoire de l'alcoolologie même, on sait que c'est pas tout à fait de là que les premières origines du modèle maladie sont intervenues, mais plus peut-être à la fin du XVIIIe siècle avec Benjamin Rush, qui, vous savez, a signé la déclaration d'indépendance américaine avec Washington et quelques autres, et qui a écrit donc en 1785 cet ouvrage qui s'appelle The Effects of Ardent Spirits upon the Human Body and Mind,
Ce qui est intéressant de voir là, pour résumer très vite, c'est que, et c'est Marc Valeur qui a fait souvent ce parallèle intéressant sur le plan anthropologique, entre la naissance de ce modèle de maladie pour l'alcoolisme et la naissance en même temps de la démocratie et aussi parallèlement d'ailleurs de la psychiatrie moderne. Donc il y a là des conjonctions de temps qui sont tout à fait intéressantes pour interpréter ces notions et les comprendre. Mais toujours Marc Valeur, qui travaille beaucoup là-dessus depuis un certain temps, il en parle maintenant de temps en temps, a trouvé un document avec quelques autres, plus ancien que ce livre de Benjamin Rush, et là cette fois-ci sur le jeu, avec un premier traité médical sur l'addiction au jeu, écrit par un médecin flamand du XVIe siècle. On a trouvé la date 1561. Ce médecin s'appelait Pascarius Justus de Turc. Alors, il serait capable de vous le dire en bas latin, comme ça, pendant 5 minutes. Je ne suis pas capable de faire cette citation. Mais ce qui est intéressant là, c'est que donc, déjà au XVIe siècle, la notion de maladie apparaît. Mais cette notion de maladie, d'abord, elle apparaît en pleine Renaissance, un moment historique aussi et culturel où un certain nombre de choses basculent, et en particulier l'avènement avec les écrits de la Boétie notamment et quelques autres auteurs autour de l'humanisme et la notion d'emprise, l'emprise de l'être et de la désemprise de l'être. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà à l'époque, on aurait pu s'attendre à ce que dans ce traité d'addiction au jeu, on puisse convoquer comme traitement moult clistères, saignées, etc., puisque l'interprétation qui en est faite, c'est que c'est le sang qui chauffe avec le jeu, et ces vapeurs du sang chaud perturbent l'esprit et font qu'elles perturbent le joueur. Donc on aurait pu penser qu'il y pu y avoir des interventions médicales de l'époque, avec les outils de l'époque, pour faire diminuer ces problèmes de sang chaud. Eh bien, pas du tout. En fait, ce que propose et ce que promeut Pascarius Justus de Turc, c'est la parole comme élément thérapeutique de l'addiction, ce qui est d'ailleurs le cas aussi par rapport aux alcooliques anonymes, ce qui est tout à fait intéressant à repérer aussi. Donc, voilà, c'est une longue histoire. Il y a d'autres dates, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ce qui est des États-Unis, les premiers documents qui ont été faits, les premières publications qui ont dit de la part d'associations médicales américaines, c'est une maladie, c'était en 1956, et pas simplement sur l'alcool. Je passe pour aller plus vite, et puis pour aller peut-être à une question plus précise, j'ai posé tout à l'heure au début, c'est finalement quelle est la particularité du modèle de maladie chronique du cerveau. Eh bien, c'est que donc on va situer le primum movens, comme disait Aristote. Primum movens, première impulsion, mais Aristote lui l'attribuait à Dieu. Là, elle est dans l'organisme et elle est biologique, dans le cerveau. Donc, on passe d'une base, on arrive à une base biologique même, une impulsion biologique de la maladie elle-même, et non seulement, et pas seulement, une empreinte, parce que bien évidemment, la prise de drogue a un certain nombre d'effets sur l'organisme, on l'a vu tout à l'heure, y compris sur le plan biologique et neurobiologique. De ce fait-là, on peut le dire, je pense que c'est intéressant de faire le parallèle, la dictologie peut prendre le chemin, en tout cas si on suit la ZAM, le chemin de la psychiatrie biologique, pour devenir neurobiologique. L'ambition de cette psychiatrie biologique, c'est de définir tous les troubles psychiques en termes de dysfonctionnement neurobiologique et donc de les traiter sur la base de ces connaissances, donc forcément, principalement, avec des outils pharmacologiques en premier lieu. Et on retrouve finalement les mêmes écueils que ceux que connaît la psychiatrie biologique. À savoir, premièrement, ce qui est quand même très important, c'est une absence de hiérarchie d'approche différenciée entre des troubles très sévères, souvent très minoritaires, mais très sévères, et puis des troubles beaucoup plus fréquents, mais qui sont très liés au contexte et qui ne peuvent pas être lus, y compris sur le plan de l'utilisation du mot maladie, de la même façon. En matière de psychiatrie, c'est l'écart qu'il peut y avoir entre la schizophrénie d'une part, rare,
touchant peu de monde, mais certainement avec un noyau biogénétique, et puis les troubles anxio-dépressifs hyper courants et qui sont beaucoup plus liés au contexte. Deuxièmement, on élargit considérablement le champ du diagnostic vers des problématiques qui sont des problématiques de plus en plus larges et en fait de plus en plus liées au contexte lui-même, ce qui est aussi très important. Et enfin, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est ce que dit notamment François Gonon, un neurobiologiste là-dessus, c'est un échec, voire même des effets nocifs et sociaux nocifs des thérapeutiques tirées de, je parle là de la psychiatrie, des seules approches neurobiologiques avec finalement aucun élément de prévention, hormis pour ce qui est des addictions, n'y touchez pas, on va le voir. Bon, vous voyez que ça illustre assez bien cette pyramide, cette notion de différenciation d'approche, parce qu'entre le petit bout rouge de la pyramide, qui est celle des personnes dépendantes pour n'importe quelle substance, mais là c'est plus particulièrement pour l'alcool, et puis les modes de consommation à risque à différents étages, eh bien les choses ne sont pas du tout les mêmes. Et on peut penser que le risque pour les médecins, en tout cas les intervenants, les soignants, qui sont toujours en haut de la pyramide, dans le rouge, comme un certain nombre de gens qui sont en haut de la pyramide, ne voient la réalité que par le haut de la pyramide, et donc tout en rouge, et ne s'aperçoivent pas qu'il y a beaucoup de réalités en dessous qui sont très différentes. Alors, bon, je ne vais pas approfondir ça, je vais avancer, et je vais vous montrer ici un petit spot donc, qui a été issu des travaux du NIDA et donc de cette notion de maladie du cerveau. Petit spot destiné, paraît-il, à la prévention aux États-Unis. C'est pas long, j'espère que ça va marcher. Non, ça ne marche pas. On va y arriver. When people say you're bright, they usually mean you've got a lot going on up there. It's something you won't hear very often if you use drugs. Because over time, drugs change your brain. And the more you use drugs, the more you'll want them. It's called addiction. And it's a disease that will waste your brain. Do the right thing. Do the bright thing. Keep your brain healthy. Be drug-free. Finalement, c'est assez simple. D'ailleurs, Nancy Reagan, la femme de précédent président des États-Unis, l'avait dit « Just say no ». Just say no, keep your brain drug-free. Vous avez compris. Je me rappelle avoir visité, grâce d'ailleurs à la DGS, à la mine d'été de l'époque, en 91, les services américains de toxicomanie, de soins en addictologie. Et on avait rencontré les responsables de cette politique à l'époque, et ils nous avaient donné des affiches avec des footballeurs américains, les stars de l'époque, qui disaient « Be drug-free ». Finalement, je trouve que on n'a pas changé grand-chose, à part qu'on voit le cerveau qui... Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a probablement pas grand-chose en termes d'outils d'éducation et de prévention qui puissent sortir d'une information comme celle-là. Alors, je finis par... Bon, ça va, j'ai encore quelques minutes. Je vais finir par un certain nombre d'éléments d'une analyse plus précise, critique de ce modèle dit de la maladie chronique du cerveau, et puis pour aboutir peut-être à d'autres hypothèses. D'abord, j'ai trouvé ce mot, je ne le connaissais pas, mais intéressant, la concaténation d'un double syllogisme. Oui, c'est la concaténation d'un double syllogisme, c'est-à-dire qu'on met on enchaîne deux syllogismes, chacun des syllogismes ayant lui-même deux parties et qui sont, chacun de ces parties, chacune de ces affirmations, fort discutables. C'est-à-dire là, la dépendance se traduit par la modification du fonctionnement du cerveau. Un dysfonctionnement du cerveau est une maladie, donc la dépendance est une maladie du cerveau. Premier syllogisme. Ensuite, deuxième syllogisme, l'addiction est définie par la dépendance, parce que tout ça est quand même discutable. La dépendance est une maladie, donc l'addiction est une maladie. Donc nous savons bien, d'accord, l'addiction est une maladie du cerveau, chronique en plus.
Premier problème, c'est cette assimilation de l'addiction à la dépendance. Alors que finalement, on va y venir un petit peu plus précisément, ça a été dans nos représentations longtemps, et si on y regarde de plus près, ce n'est pas vraiment le problème essentiel de l'addiction, la dépendance. Parce que d'abord, elle est relative, elle est finalement peu fréquente en rapport au nombre d'utilisateurs de telle ou telle substance, et c'est valable pour toutes les substances, même si c'est différent d'une à l'autre. Et puis on peut considérer qu'elle traduit la dépendance, on peut l'avoir vu d'ailleurs à travers ce qu'a montré tout à l'heure Florence Noble, une adaptation de l'organisme. Et à un moment donné, une réaction de l'organisme qui dit la limite est atteinte, c'est-à-dire je ne peux plus aller. Les premiers symptômes de manque sont finalement ça, des signaux d'alarme. Donc finalement, l'inverse d'une maladie, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose dans ces symptômes de négatif, mais quelque chose qui alerte et peut aider aussi à des modifications du comportement. Deuxième critique qu'on peut faire, c'est qu'à l'évidence, et c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce qu'un modèle a des conséquences politiques, institutionnelles, dans les modes de décision, dans les modes de conception et dans les modes de travail les uns avec les autres. Or là, évidemment, la maladie est du registre du médical. Donc si c'est une maladie, puisque c'est une affirmation de cette sorte, c'est une maladie, eh bien, l'expertise, le pouvoir de diagnostic, la prescription du traitement, tout ça revient au médical, donc dans une position forcément dominante. Alors que si on regarde la réalité des choses, quels sont les médicaments efficaces dans notre champ, dans notre domaine des addictions, on va s'apercevoir, on vient de le voir d'ailleurs, qu'il y a toute une série de choses tout à fait intéressantes avec des agonistes, c'est-à-dire des substances qui vont dans le même sens, qui ont le même type d'effet, même de façon grossière, que le produit pris. En revanche, tout ce qui a été recherché jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, ça peut changer, mais jusqu'à ce jour, de médicaments addictolytiques, c'est-à-dire qui dissolvent tout d'un coup la dépendance ou empêchent la dépendance, ont été jusqu'à présent un échec. Et même s'ils voyaient le jour, on peut penser qu'ils seraient très difficiles à manier dans la mesure où ils ont beaucoup d'autres effets, en général, on peut le penser, que simplement l'obstacle à la dépendance. On l'a vu avec un certain nombre de médicaments qui ont suscité des troubles dépressifs et des passages à l'acte suicidaire. Le problème aussi, c'est que cette position bio-réductionniste, je l'appelle comme ça, c'est qu'elle évacue les questions sociales et qu'elle donne aucun élément de réponse sur le plan éducatif, sur le plan préventif, pour faire face aux difficultés les plus fréquentes. Et enfin, chose très importante, c'est qu'elle n'intègre absolument pas le pouvoir d'agir sur soi de l'usager, sur soi et sur son environnement. Elle n'intègre pas, elle ne donne pas de place véritablement à la réduction des risques et aux ressources des usagers et à ce qu'on appelle le safe change. Alors le safe change, ça m'amène à vous proposer un petit exercice collectif que je fais maintenant de temps en temps à la suite de Stanton Peele. Pour ceux qui étaient aux Journées nationales de la Fédération Addiction en 2009, ils savent ce que c'était. Mais bon, vous êtes certainement peu nombreux à avoir été dans un congrès avec Stanton Peele, donc je vais le faire avec vous. Voilà, simplement, je vous demander de répondre à 4 questions. Voilà, c'est tout simple. Donc la première question, vous qui êtes des addictologues confirmés, vous allez me dire quelle est la substance psychoactive la plus addictive que l'on ait sur le marché aujourd'hui. Le tabac, mais très très bien, bravo, on est d'accord. Parfait. Donc, la substance la plus addictive qui soit aujourd'hui, c'est le tabac. Que ceux qui ont consommé ou qui consomment encore aujourd'hui du tabac lèvent la main. Bon, vous conviendrez avec moi que c'est à peu près un peu plus de la moitié qui ont levé la main. D'accord. Donc ça veut dire que plus de la moitié des addictologues français ont une expérience de la substance la plus addictive qui soit, le tabac. Troisième question, parmi ceux qui ont levé la main, donc qui ont consommé ou qui consomment encore du tabac, quels sont ceux qui considèrent qu'ils ont arrêté la consommation de tabac, que c'est fini? Bon, donc on peut considérer que c'est une bonne partie, je pense que c'est largement plus que la moitié de ceux qui avaient levé la main tout à l'heure, qui ont arrêté. Donc, d'accord que les usagers
comme on vient de le voir, de la drogue la plus addictive qui soit, sont majoritairement en capacité d'arrêter la consommation de tabac. Dernière question, parmi ceux qui ont levé la main pour dire qu'ils avaient arrêté de consommer du tabac, quels sont ceux qui ont eu besoin, qui ont eu recours à une intervention médicale ou autre spécifique pour cet arrêt du tabac? 3. Alors, comme je fais d'habitude, d'abord, je veux dire merci à ces 3 personnes parce que ça donne quand même un peu légitimité à notre travail et à notre présence ici. Mais la deuxième conclusion, quand même, c'est extraordinaire. Ça veut dire que nous, usagers, nous, personnes humaines, dans cette société d'aujourd'hui, nous sommes capables, en grande majorité, d'arrêter la consommation du produit le plus addictif qui soit sur le marché. Intéressant, non? Donc le self-change existe. Quelle est la place du self-change si on considère que c'est une maladie chronique du cerveau, avec tout ce qu'on a vu? Elle est assez compromise. Alors, quelle théorie de l'addiction on peut imaginer? Stanton Peele dit, il a raison, il ne faut pas s'intéresser simplement à l'explicitation du phénomène de la dépendance. On a vu qu'elle est relative, que c'est finalement pas forcément le seul problème. Et elle doit intégrer l'explication de différents phénomènes, cette théorie de l'addiction. Le fait qu'il y a beaucoup de comportements différents, d'objets d'addiction différents, mais qu'il faut aussi pouvoir déterminer les points communs. Qu'il y a, pour un comportement donné, une consommation de telle ou telle substance, des variations du pouvoir addictif qui dépendent de plein de choses, en particulier du contexte, de la culture, de l'individu à l'autre, etc. Interpréter, donner une explication à l'impact des groupes, des savoirs expérientiels aussi, surtout quand ils sont renforcés chez les usagers, et puis les évolutions culturelles et sociales. Et on voit bien que les addictions sont un problème mondial, un problème parfaitement sociétal, et qu'on peut considérer que nous vivons dans une société addictogène, et que si on fait l'impasse là-dessus, on a peu de chances de comprendre les choses. Donc il s'agit bien, dans cette théorie, d'une théorie de la complexité. Ce n'est pas un gros mot, c'est qu'il y a un ensemble de facteurs très nombreux qui sont de registres très différents, qui interviennent dans le développement, la naissance et le cursus de ce phénomène-là. Donc, nous ne pouvons concevoir une théorie de l'addiction que comme une théorie intégrée, un modèle intégré. Et pour le dire de façon simple, mais je crois que c'est dans un premier niveau très juste, l'addiction, en tout cas d'abord la consommation de substances ou un certain nombre de comportements sont des conduites sociales multifactorielles, mais même l'addiction est une conduite sociale multifactorielle, une conduite qui est adaptative. Si on retire cette notion-là, et donc du lien étroit qu'il y a entre cette conduite et le contexte dans un mode de vie, on ne peut pas comprendre le sens de cette conduite. Et donc, évidemment, cette conduite peut amener à des problèmes de santé et à l'inscription sociale. C'est bien pour ça que nous avons un certain nombre de services qui sont destinés à aider les personnes dans cette situation. Mais c'est une éventualité. Ce n'est pas une réalité unique. D'autre part, l'addiction ne peut pas être interprétée, ne peut pas être définie que comme une perte de contrôle. Or, quand vous regardez les DSM jusqu'à présent, quand vous regardez les définitions médicales, elles ne portent que sur la perte de contrôle du comportement. Alors qu'aussi, un autre versant de compréhension et d'analyse même de la conduite addictive, c'est que c'est une expérience, c'est une conduite sociale. Donc un rapport au monde, une façon aussi de trouver un équilibre à un moment donné, de s'adapter dans une situation donnée. Et donc elle est porteuse de sens. Elle n'est pas que porteuse de non-sens avec la perte de contrôle, elle est porteuse de sens. Et on le voit bien sur le plan clinique d'ailleurs, combien c'est important, y compris dans la prévention, mais aussi dans les soins, que de prendre en compte cette notion de sens avant de la considérer purement et simplement comme une souffrance actuelle ou éventuellement à prédire. Troisièmement, c'est très important, c'est que la dépendance, on l'a vu tout à l'heure, l'addiction en tant que brain disease, c'est essentiellement l'addiction comme dépendance. Or, la dépendance n'est qu'un des risques potentiels d'une conduite addictive ou de l'usage de substances psychoactives en général.
Il y a d'autres risques qui sont même beaucoup plus importants dans le domaine de l'épidémiologie et des mortalités, de la morbidité liée à la consommation de substances. Regardez, par exemple, l'alcool. Il n'y a pas forcément besoin d'être dépendant de l'alcool pour être à l'origine d'accidents de la route, pour avoir une ivresse qui peut être dramatique. C'est certainement un des éléments les plus importants, en tout cas les plus difficiles à réduire pour la prévention routière. Ce n'est pas lié à la dépendance. Pareillement, on sait qu'avec les hallucinogènes, c'est marrant parce que les addictologues de brain disease ne parlent jamais de ça, mais les hallucinogènes sont très peu addictifs. Vous avez pratiquement jamais de dépendance véritable aux hallucinogènes. Très peu. Et pourtant, il peut y avoir des problématiques qui sont liées notamment à l'intensité des effets psychiques. Mais on n'est pas du tout dans une dépendance en tant que, d'un coup, une déstructuration du fait de l'exposition permanente aux produits. Donc, c'est très important de prendre en compte ces autres éléments-là qui sont certainement, qui ont plus de poids, en tout cas dans les problèmes vécus par les gens, que simplement la dépendance. Et puis, la question essentielle qui est posée par l'addiction, posée par la sortie de l'addiction. Comment je sors? Comment je m'en sors? Comment je me détache, je me déprends de cette conduite-là? C'est une question d'autodétermination, c'est-à-dire qui va être complètement liée à ce que le sujet a comme motivation, a comme aussi ressources internes et extérieures pour pouvoir continuer à trouver ou retrouver ou trouver un équilibre favorable, un bien-être, avec ou sans d'ailleurs la consommation de substances, mais jusqu'à présent on l'a considéré sans, avec la notion centrale d'abstinence. Mais finalement, c'est cette notion d'autodétermination qui est centrale, et on le voit bien sur le plan thérapeutique. Tout ce qui est efficace sur le plan thérapeutique, c'est ce qui s'inscrit dans la relation interhumaine, qui permet le renforcement des ressources de la personne, qui lui permet d'avoir des expériences alternatives, comme on le disait ce matin avec Daniele Zulino, à propos de l'héroïne médicalisée. C'est cela qui est thérapeutique, plus que n'importe quel outil précisément, s'il n'est pas inscrit dans cette relation. Voilà. Donc, je finis, c'est ma dernière diapo. Bon, la dictologie, j'ai mis ne doit pas perdre sa boussole. La dictologie française, nous l'avons conçue, parce que j'étais un de ceux qui l'avaient, avec pas mal d'autres, construite à la fin du siècle dernier, dans la fin des années 90. On l'a construite parce que, aussi avec la mille d'été de l'époque, aussi avec des chercheurs, avec des sociologues, etc. Et on l'a construite sur la base justement d'un dialogue interdisciplinaire, avec une pluralité des approches, dans un système qui recherche sa cohérence, qui est toujours d'ailleurs à fabriquer, avec les trois pôles, hospitalo-médical, social, enfin avec des intervenants plus communautaires, et puis les centres spécialisés, mais dans une idée justement d'ajustement, d'adaptation et de dialogue interdisciplinaire notamment. Je pense que c'est fondamental. On a de façon récurrente, c'est un peu l'histoire des addictions depuis 1 ou 2 siècles, c'est l'histoire de tentatives d'appropriation de son expertise. Il n'y a pas que la médecine d'ailleurs qui l'a fait, il y en a d'autres, mais finalement la question est de savoir simplement qui a le savoir sur ces problématiques-là, qui a le savoir sur ces phénomènes-là. Bien sûr, la neurobiologie nous apporte des connaissances. Bien sûr, la clinique nous apporte aussi des connaissances. Mais la sociologie aussi, la psychologie sociale notamment aussi. Et puis la vie, l'interprétation, la rencontre avec les usagers principalement nous apprend beaucoup de choses et nous apprend même l'essentiel, parce que je crois que le savoir primordial, je le répète, il est expérientiel, donc il appartient aux usagers, qui ne sont pas seulement des patients. Et qu'est-ce que c'est qu'une approche scientifique qui fait l'impasse sur ces savoirs primordiaux? Eh bien, pour terminer, une dernière diapo. Dernier mot à la clinique, j'ai pris une citation de Benjamin Ball, parce que c'est un Français, grand psychiatre à Sainte-Anne à la fin du 19e siècle, qui s'est beaucoup intéressé, pas que, mais beaucoup intéressé à la morphinomanie. Et il dit ça. Comme moi, il arrivait à la fin de sa tâche, enfin là c'est pour la fin de l'après-midi, et j'ai à vous faire, en terminant, un aveu un peu scabreux.
Je crois qu'il y a des morphinomanes qu'il ne faut pas guérir. La morphinomanie est une affection curable 9 fois sur 10, comme nous avec le tabac. Mais pour le 10e malade, la morphine est devenue un stimulant si nécessaire qu'à mon avis, il vaut mieux le contenir dans la modération que le guérir. Je crois même qu'il peut être du devoir du médecin de ramener lui-même un malade à l'usage de la morphine. Alors, n'allez pas crier sur les toits ce que je viens de vous dire, dit Bâle. Les morphinomanes seraient trop heureux d'en profiter. Sachez-le en tant que médecin et soyez discret comme il convient à notre profession. Ceci dit, moi je pense qu'au contraire, il faut le dire. Merci.